Bonsoir à toutes et à tous. Merci de se retrouver. Nous sommes très très heureux, IALR, de vous retrouver pour cette cinquième session de webinaire animée par IALR et grâce à Invivox, la plateforme de liens. Ce soir, nous allons aborder un domaine différent de ce qu'on avait apporté. C'est l'objectif d'ailleurs de ces webinaires. Nous avons donc Dr Emmanuel Boselli de Lyon, qui va donc nous parler d'un thème très important et très actuel, qui est la rachis-anesthésie en ambulatoire. Vous savez, c'est des choses qu'on dit souvent, pourquoi tu ne les ferais pas une rachis, quoi, hein. Et puis nos techniques ont évolué, nos produits ont évolué, notre prise en charge globale après a évolué aussi de manière globale. Il était important de faire le point sur ces procédés. Emmanuel va donc nous tenir 25-30 minutes peut-être maximum sur cette thématique. Je suis sûr il fera un tour complet de la littérature et de la pratique. Bien sûr, moi je récupère toutes les questions sur les Q&A que je récupère pendant le topo d'Emmanuel. Je ne manquerai pas de les retransmettre à l'orateur en fin de procédure et n'hésitez pas à envoyer maximum de questions. On va être constructif, pratique, j'en suis sûr. Je laisse la parole à Emmanuel pour ce topo sur la rachis ambulatoire. Très bien, merci Christophe. On m'entend là, c'est bon? Très bien. Super, donc je vais continuer dans ces enseignements en ligne, à parler à des écrans, c'est formidable. Mais bon, en tout cas, au moins, c'est vrai que ce support permet de diffuser cette information, ça c'est bien. Et vivement qu'on se revoit quand même tous en vrai bientôt. Voilà, donc moi je me présente, je m'appelle Emmanuel Boselli, je suis anesthésiste, j'habite Lyon et je travaille donc dans un hôpital général à côté de Lyon, à Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère. Je suis aussi enseignant à l'université Claude Bernard Lyon 1, puisque je m'occupe du diplôme d'université d'anesthésie régionale. Et puis, je suis donc membre d'IALR depuis déjà pas mal de temps. Et donc, effectivement, le sujet de la présentation d'aujourd'hui, c'est chirurgie ambulatoire et pourquoi pas une rachis-anesthésie. On va discuter de tout ça et j'espère vous inciter, si ce n'est pas déjà le cas, à privilégier, enfin en tout cas à favoriser et à développer la rachis en chirurgie ambulatoire. Hop, ça ne marche pas. Voilà, c'est bon. Voilà, donc quelques liens d'intérêt à déclarer. Hein, donc voilà, tous les fabricants d'huile, matériel, d'échographes, etc. Hop, comme ça c'est fait. Voilà. Je ne peux pas commencer cette présentation, ce webinaire, sans vous faire part de l'excellente mise au point du docteur Christophe Aveline sur la rachis ambulatoire, que vous trouverez donc ici dans le praticien en anesthésie réa, et qui reprend un petit peu pas mal de choses que je vais aborder maintenant. Alors, attendez juste parce que j'ai ma photo dans l'écran qui me gêne. Voilà, hop, j'ai minimisé la vidéo, c'est mieux. Voilà, donc juste pour faire un peu un état des lieux, en tout cas l'état des pratiques, ça c'était en 2005, hein, vous voyez, donc il y a quasiment déjà une vingtaine d'années presque. Et donc c'était en fait en comparaison de l'arachis versus l'AG pour la chirurgie ambulatoire, hein, pour voir un peu ce que ça donnait. Voilà. Et donc, ce qu'ils trouvaient déjà, c'est que la durée d'induction était largement supérieure. Vous voyez, 20 minutes quasiment avec l'arachis et 8 minutes avec l'AG. Donc, j'imagine qu'à l'époque, on attendait longtemps que l'arachis s'installe. Hein. Ça a un petit peu changé quand même, parce qu'une arachis pour une césarienne code rouge, par exemple, c'est pas tout à fait le même délai. En termes d'analgésie, on avait une différence avec des scores de douleur qui étaient moindres dans le groupe rachis par rapport à AG, beaucoup moins de nausées, bien évidemment. Et puis, un besoin d'analgésie post-opératoire qui était diminué dans le groupe rachis. En revanche, une durée de sortie de salle de réveil qui était plus longue avec l'arachis. Hein, c'est en 2005, hein, donc je n'ai pas toutes les doses en tête, là, mais on était sur au moins 10, si ce n'est pas 15 mg de bupivacaïne à l'époque. Donc ça a changé. Mais bon, déjà, là, on sort quelques éléments intéressants à l'utilisation de l'arachis sur ces données-là.
Mais effectivement, ce qui freinait ou ce qui peut freiner encore éventuellement l'utilisation de l'arachide en ambulatoire, hein, c'est le bloc moteur prolongé, en particulier donc avec la bupivacaïne, hein, qui peut vraiment, surtout à des doses excessives au-delà de 10 mg, qui peut vraiment avoir un impact sur la sortie de salle de réveil ou le retour à domicile du patient. Et puis bien évidemment la rétention urinaire aussi, qui peut être aussi favorisée quand on utilise des adjuvants. Et c'est sûr qu'en ambulatoire, on aime bien que les patients aient uriné quand même avant de rentrer chez eux et qu'ils ne fassent pas donc, une rétention urinaire, un globe à domicile. Voilà, donc ces différents comment dire, éléments hein, ont conduit quand même à développer depuis hein, ce concept de rachis brève, hein, de rachis en ambulatoire. Et donc on va voir ça maintenant. Donc les anesthésiques locaux qui étaient à disposition, c'était donc la lidocaïne, hein, qui a été abandonnée en intrathècal en raison de troubles neurologiques transitoires avec une neurotoxicité directe de la lidocaïne. Donc ça ne se fait plus, ça ne doit plus se faire en rachis. Principalement l'utilisation de la bupivacaïne, hein, qu'elle soit iso ou hyperbare, mais c'est le principal utilisé. Éventuellement l'évobupicaïne, mais en tout cas l'anesthésique locale principalement utilisé en rachis, c'est celui-ci, hein, sachant qu'il y a une récupération sensitivo-motrice qui est variable, c'est pas toujours très prédictible, un bloc moteur qui peut être profond et prolongé. Éventuellement, il y a des techniques de rachis unilatéral hein, qui ont pu être développées pour limiter les doses, justement pour les arthroscopies par exemple, qui nécessitent un temps d'installation d'une quinzaine de minutes, hein, donc ça nécessite une organisation. Et puis l'utilisation d'adjuvants aussi hein, pour limiter les doses anesthésiques locaux, mais qui sont aussi porteurs d'effets indésirables, hein, en particulier le prurite pour les opiacés hein, ou la nausée, et puis aussi la rétention urinaire. Voilà, la ropivacaïne aussi a été, il y a une dizaine d'années à peu près, a reçu l'AMM pour l'évobupi pour l'arachide, mais c'est vrai que je pense que c'est assez anecdotique. Je ne pense pas que grand monde s'en sert, en tout cas. Et puis voilà, donc ça c'est pour vous montrer pour la bupivacaïne, c'est une étude un peu ancienne, en 2009 déjà, mais c'était pour vous montrer la durée de sortie en fait, donc de reprise un peu de disparition du bloc sensitivo-moteur et de l'aptitude à la rue, hein, avec des doses, vous voyez, croissantes de bupi qui allaient de 2 à 10 mg à peu près. Hein, et vous voyez en fait, des profils très très différents hein, en fonction des doses. Hein. C'est vrai qu'il y a une grande hétérogénéité des délais. Hein, donc c'est pas vraiment dose dépendant. En tout cas, c'est pas très prédictible et parfois on peut avoir des surprises. Et donc c'est sûr que si on fait une rachis avec une bupi faiblement dosée, par exemple 5 mg plus ou moins à 10 ans, pour limiter le bloc moteur, bah le revers de la médaille, c'est que potentiellement, à l'incision de l'arthroscopie, le patient se met à hurler, donc ce n'est pas forcément l'objectif recherché. Et à l'inverse, si on veut sécuriser, on va dire, l'anesthésie péropératoire, hein, en augmentant un peu les doses, et bien, potentiellement, on s'expose au risque de complications type bloc moteur, rétention urinaire. Voilà, donc c'est vrai que ça pose un souci en ambulatoire. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer donc, ces techniques hein, de rachis brève. Donc les indications, hein, ça va être la chirurgie de courte durée hein, pour l'ambulatoire, hein, donc les arthroscopies de genoux par exemple, les ablations de matériel orthopédique, de cheville, les hernies inguinales, alors plutôt unilatérales, parce que c'est vrai que quand c'est bilatéral, ça peut être un petit peu plus long en fonction du chirurgien, et parfois ça peut être un peu gênant pour le patient, ou surtout une levée de rachis en cours d'intervention. Donc plutôt hernie inguinale, je n'ai pas marqué, mais unilatérale. L'urologie, bien sûr, hein, l'urétéroscopie, les bandelettes urinaires. Et puis en proctologie aussi, hein, tout ce qui est hémorroïdes, exérèse de kyste sacro-coccygien, hein, et toutes ces indications qui sont particulièrement réalisées donc, en ambulatoire. Alors, IALR avait réalisé ce questionnaire en 2015 pour faire un peu l'état des lieux plus récent hein, sur le point de vue des anesthésistes français, enfin des répondants en tout cas, francophones. Je ne sais pas s'il y avait que des Français, il y avait aussi, je pense, des francophones. Non, donc voilà, c'était pour faire l'état des lieux. Hein, et vous voyez qu'en 2015,
dans les résultats de cette étude, hein, il y avait 76% des rachis qui étaient réalisés en position assise, donc ça c'est quand même plus confortable pour l'anesthésiste en général. Les aiguilles à point de crayon étaient majoritairement utilisées, c'est-à-dire les aiguilles atraumatiques, hein, que ce soit peu importe les marques, hein, Whittaker ou Sprott, mais il y avait 65% de points de crayon, donc ça c'est quand même bien, parce que c'est vrai qu'on a tellement souvent des patients, des urgences ou quoi, qui ont des fonctions lombaires avec les gros pieux de 22 avec le biseau tranchant, et on doit faire le blood patch à ce moment-là. Donc ça c'est bien, une bonne utilisation des aiguilles à point de crayon. Majoritairement aussi, c'était alors principalement des 25 gauges, et puis un quart quand même des répondants utilisaient les 27 gauges, donc c'est vraiment très très fine. Dans 26% des cas, il y avait un écho-repérage qui était réalisé, principalement en cas d'obésité. Et donc, concernant les anesthésiques locaux à l'époque, donc c'est 2015, hein, je vous rappelle, et sachant que la publication, donc non, c'est pardon, enfin bon, en tout cas 2015, donc vous venez tout juste de sortir la chloroprocaïne et puis à peine la Prilo, hein, et on voit encore qu'en fonction des indications, eh bien, on avait jusqu'à 83% quand même d'utilisation de la bupivacaïne hyperbare, même en ambulatoire, hein, et puis jusqu'à une vingtaine de pourcents de chloroprocaïne et très peu, hein, de prilocaïne, mais elle venait juste de sortir à ce moment-là, donc ceci explique probablement cela. Hein. En refaisant l'étude maintenant, on aurait certainement des résultats un peu différents. Un petit mot quand même sur les aiguilles, hein. Je vous renvoie à cette méta-analyse la récente d'Anesthésia 2020. Hein. Ils ont étudié un peu les différents types d'aiguilles, pour le succès et les risques de ponction. Hein. Et globalement, alors eux, ce qu'ils trouvent, c'est que le mieux, c'est 26 gauches, c'est-à-dire à cheval entre 25 et 27. Donc la 26 gauge, c'est le meilleur rapport taux de succès et diminution du risque de ponction, enfin de céphalée post-ponction. Donc l'idée, c'est de favoriser plutôt donc, les aiguilles de faible calibre et atraumatiques, donc à point de crayon, hein, c'est-à-dire 25 ou 27 gauges, hein, en fonction de votre habitude, de votre expérience, de la morphologie du patient, parce que c'est sûr que les 27, moi j'en utilise beaucoup, mais bon, chez les patients obèses ou pas, c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, 25 ou 27, et le message fort, c'est de vraiment oublier les aiguilles 22 gauche, les noires à pointe biseau, hein, qui sont vraiment majoritairement responsables des douleurs, des céphalées post-ponction. Voilà, alors pour rentrer dans le vif du sujet des médicaments, hein, des anesthésiques locaux utilisables, donc on en a deux, un récent. Tout d'abord la chloroprocaïne, 1% isobare, enfin récent, elle existe quand même depuis plus d'une cinquantaine d'années, hein, mais elle avait été retirée du marché en raison de sa toxicité liée aux excipients, aux sulfites et tout ça. Mais il y a une nouvelle AMM donc en France en 2013. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un médicament d'installation et de durée brève. Et donc, dans l'AMM, c'est administration intrathècale pour une chirurgie programmée de moins de 40 minutes. Voilà, alors il y a plein d'études, hein, je ne peux pas en 20-30 minutes toutes les résumer, mais en tout cas, pour vous montrer, par exemple, ici, ça c'était le délai de récupération pour la marche et pour la sortie du réveil ou peut-être même du service. Hein, ici, c'est CP, c'est chloroprocaïne. Hein, vous voyez qu'on est à peu près à une centaine de minutes de bloc. Et alors qu'ici, avec la bupivacaïne, hein, on est quasiment 2 fois plus, hein, 200 minutes de durée de bloc et un retard donc à la récupération et à l'aptitude à la répondre. Hein, donc, une durée d'action très, très brève, hein, le concept de rachis brève. Alors, plusieurs études ont été réalisées, hein, comparant plein d'anesthésiques locaux. Donc, après, c'est sûr qu'on peut toujours discuter le choix des doses, etc. Mais en tout cas, c'est histoire de se faire une idée. Donc, par exemple, dans cette étude-là de 2014, c'était de la chirurgie abdominale ou orthopédique du membre inférieur. Et donc, il comparait chloroprocaïne 50 mg, c'est-à-dire une ampoule de 5 minutes, à 10 mg de bupivacaïne, donc 2 ml de bupi. Hein, en termes de délai d'obtention de T10, hein, c'était assez similaire, hein, 7-8 minutes. En revanche, donc, le délai d'obtention d'un bloc moteur était un petit peu plus précoce avec la chloropro, bon, 1 minute. Hein. Mais surtout, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la durée du bloc sensitif. Hein. Vous voyez, on avait à peu près 100 minutes de bloc sensitif, enfin 100 minutes de bloc sensitif au moteur avec la chloropro et plus de 200 minutes avec la bupi.
Donc là, ça illustre l'étude précédente. En gros, 100 minutes de bloc pour la chloropro et puis le double pour la bupi. Un délai de reprise de la marche qui était plus précoce avec la chloropro. Pas de rétention urinaire dans cette étude sur les 66 patients. Là, il y en avait 4 avec la bupivacaine. On n'avait pas la valeur du petit peu. Voilà, d'autres études. Boum, voilà, je casse tout. Pardon, excusez-moi, j'ai donné un coup dans mon ordinateur. Donc, une autre étude un petit peu sur le même principe. Donc, chirurgie urologique, cette fois-ci, proctologique et gynéco. Comparaison chloropro 40 mg, donc 4 ml, et comparé à 7,5 mg de bupi. Et là, tout à fait le même genre de profil, un délai d'obtention de T7, là vous avez choisi T7 qui était similaire, et puis un bloc sensitif qui était bien plus court avec la chloropro, idem pour le bloc moteur, idem pour le délai de l'admission, idem pour le délai de la marche et l'aptitude à la rue, donc une durée d'action, un bloc sensitif au moteur beaucoup plus bref, beaucoup plus court qu'avec la bupi satellite. Donc l'intérêt en ambulatoire. Alors après, quelle dose de chloropro, puisque on peut aussi se poser, c'est pas forcément toujours la même dose pour tout le monde. Donc dans cette étude-là, ils avaient utilisé trois posologies, 30 mg, 40 ou 50 mg pour la chirurgie ambulatoire orthopédique du membre inférieur. Et vous voyez que quelle que soit la dose, le délai d'installation est similaire, c'est aussi à peu près 7 minutes, 6-7 minutes. Le niveau était à peu près était le même, similaire, un T9, T9, T10, en tout cas T9 dans cette étude-là, quelle que soit la dose, comme c'est isobar, on ne joue pas sur le niveau avec le position, donc quelle que soit la dose, on a un niveau à peu près T9. Une durée de bloc qui était bien sûr dose dépendante, donc vous voyez qu'avec 30 mg, on a un bloc d'une heure, 60 minutes, alors qu'avec 50 mg, on est plutôt à 100 minutes. Donc, on peut jouer un petit peu sur la durée quand même de durée d'action de la chloropro en jouant sur la dose, 30, 40 ou 50 mg. En revanche, on ne jouera pas sur le niveau. Comme ça, c'est un message important. On peut allonger la durée du bloc, mais en tout cas, on ne peut pas augmenter le niveau de la T10. Donc, retenez bien ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dedans? Oui, le délai de l'admission aussi qui était… Non, c'était pas significatif, pardon. La différence n'était pas significative. Certaines doses dépendance, mais la différence n'était pas significative sur la délai d'admission. Voilà, donc en tout cas, 30 mg, vous voyez, on a 60 minutes de bloc, donc il y a intérêt quand même à être bien coordonné parce que 60 minutes de bloc entre le moment où vous injectez la chloropro et le bloc se lève. Donc le temps de piquer l'arachide, d'installer le patient, de le mettre en salle, etc. On est déjà à 15 minutes dans la vue. Oui, il faut bien gérer quand même aussi avec la chloropro le délai entre je réalise ma rachis et le chirurgien incise et fait sa chirurgie de moins de 40 minutes. Alors, les adjuvants, déjà, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on est en train de faire, puisque l'intérêt d'un adjuvant, c'est d'allonger la durée d'action de l'anesthésie locale tout en réduisant la dose. Et là, on est dans un concept de je veux une rachis brève. Donc, l'idée, c'est quand même pas d'allonger la durée. Et comme je vous l'ai dit, pour allonger la durée avec la chloropro, il suffit d'augmenter la dose. En tout cas, dans cette étude-là, c'était de la chloropro 40 mg, plus ou moins un peu de fentanyl, 20 microgrammes. Et donc, on nous gagnait 20 minutes de bloc, donc super, 20 minutes, c'est très, très, très utile. En revanche, tous les patients qui avaient reçu du Fenta gagnaient du prurite, donc c'est-à-dire qu'on a un effet quand même très modeste, puisque gagner 20 minutes avec un adjuvant, on peut se poser la question de son intérêt, et en revanche, forcément, on récolte les effets indésirables de l'adjuvant, et là, en l'occurrence, le prurite. Donc, pas d'adjuvant quand on utilise ces anesthésiques locaux-là. Voilà, ça juste, j'avais fait brièvement à l'époque, c'était en 2014, un peu nous, notre pratique dans le service, on n'avait que la chloropro à ce moment-là, des indications pour lesquelles on utilisait la chloropro, donc essentiellement de l'ortho, arthroscopie, ablation matérielle, et puis uro, procto, gynéco, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'était l'état des lieux de ce qu'on faisait en 2014 avec la chloropro. Et de cette période-là, justement, on a évalué un peu, quand on est passé à la chloropro, l'intérêt. Donc, dans cette étude rétrospective, on avait pris en fait un certain nombre de patients qui avaient une rachis en ambu avec de la bupivacaïne et comparé avec ceux qui avaient reçu la chloroprocaïne. Donc là, vous avez les résultats. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un délai de séjour en salle de réveil qui était réduit.
avec la chloropro. Donc ça peut être intéressant pour ventiler, on va dire, la salle de réveil qui est parfois un petit peu encombrée. Pour le reste, c'était relativement similaire. En revanche, ce qu'on a quand même observé, c'est on a eu un retard de miction, même si tous les autres motifs, toutes les complications, les effets indésirables entre les deux groupes étaient similaires, il n'y avait pas de différence, mais en tout cas, on avait un retard de miction dans le groupe Bupi, ce qui a en fait empêché la sortie en ambulatoire du patient. Donc, c'est lui qui a été hospitalisé. Hein. Et donc, le patient a gagné un séjour d'une nuit, enfin de plus de 24 heures en service de chirurgie. Et ça, c'est très important quand vous allez devoir, si c'est le cas, négocier le référencement de la chloroprocaïne ou de la prilocaïne dans votre établissement, parce qu'on va vous dire, ah là, c'est cher. Alors bon, c'est sûr, c'est 10 € l'ampoule. Mon Dieu, ça va ruiner la Sécu. Hein. Il faut juste relativiser par rapport au prix de la chirurgie. Mais en tout cas, vous voyez, une hospitalisation en chirurgie conventionnelle d'une nuit, pour une complication, ça vous paye quand même quelques caisses de chloropro. Donc ça, c'est vraiment un argument qui, moi, m'a servi beaucoup à faire, dans mon nouvel établissement, à faire référencer la chloropro. Voilà, là vous avez cette méta-analyse récente aussi 2019 qui compare en fait les intérêts de la chloropro versus la bupivacaïne pour la rachianesthésie ambulatoire. Et donc les conclusions de cette étude, c'est que la chloroprocaïne donc, a une durée de bloc moteur qui est plus court, un délai de reprise de la marche qui est beaucoup plus précoce et un délai de sortie du service qui est plus court aussi comparé à la bupivacaïne. Donc clairement, ça en fait un agent particulièrement adapté à la chirurgie ambulatoire. Donc voilà les résultats de la méta-analyse pour vous montrer un petit peu. Donc vous voyez, en termes de bloc moteur, on avait à peu près 40 minutes en moins avec la chloroprocaïne qu'avec la bupi. Le délai d'installation était similaire entre les deux, il n'y a pas de différence. Pour le bloc sensitif, la régression du bloc sensitif, vous voyez qu'on avait une différence de 140 minutes quand même donc, entre la chloropro et la bupi, donc largement plus précoce avec la chloropro. Un délai de reprise de la marche qui était d'une heure environ plus précoce avec la chloroprocaïne. Et puis un délai de sortie de l'unité aussi qui était de plus d'une heure, raccourci de plus d'une heure grâce à la chloroprocaïne. Donc vraiment, on a beaucoup d'éléments factuels pour favoriser l'emploi de la chloroprocaïne en ambulatoire dans les bonnes indications. Voilà, donc pour résumer sur la chloroprocaïne, que ce soit assez clair, donc les indications de la chloroprocaïne, c'est la chirurgie de moins de 40 minutes, donc grosso modo, on va dire une intervention d'une heure à peu près, le temps de piquer votre rachis, etc. Donc on va dire en gros 1 heure d'intervention et 40 minutes de chirurgie. Donc en pratique, utiliser la chloroprocaïne seule, pas d'adjuvant et en particulier pas d'opiacé en raison des risques de pourrite. C'est donc les indications ambulatoires principalement, encore que moi je ne m'en sers pas que en ambulatoire, mais en tout cas c'est à privilégier en ambulatoire. Les doses à utiliser, c'est entre 30 à 50 mg, c'est-à-dire 3 à 5 millilitres. Alors souvent on est à 40 à peu près, 4 millilitres. 50 si on veut durer un petit peu si on veut que ça dure un petit peu plus longtemps. 30 mg, c'est vraiment un geste très très bref, une bartholinite ou ce genre de choses. Et puis, donc, pas d'adjuvant. Mais en tout cas, dans les limites, c'est vraiment très, très important ça, de bien vous organiser pour gérer le délai entre la ponction et l'injection de la chloroprocaïne et le chirurgien, en tout cas, et l'incision, toute l'organisation qu'il y a autour. Parce qu'il faut vraiment savoir où en est le chirurgien dans la salle en ce moment, sur son geste qu'il est en train de faire pour faire venir le patient suffisamment tôt, ni trop tard. Faire l'arachie, alors je ne sais pas si vous la faites en salle de réveil ou en salle, mais en tout cas plutôt privilégier de faire l'arachie en salle d'intervention directement,
parce qu'au moins tout le monde enfin, voilà, ça vous évite éventuellement d'avoir piqué l'arachide trop tôt et que le patient attende un peu trop longtemps en salle de réveil, et puis finalement on l'installe 1 heure après la ponction, et puis il faut faire une loco générale, une rachie générale en cours de route parce que l'arachide s'est élevé. Donc ça, c'est vraiment voilà, le point de vigilance, hein, c'est d'être très organisé sur l'organisation, enfin très organisé sur tout ce qu'il y a autour de la rachianesthésie pour optimiser le délai d'action et que ce soit compatible avec la chirurgie. Voilà, donc ça c'était pour la chloroprocaïne 1%. Et puis peu de temps après, donc en 2014, est sortie la prilocaïne. Elle est à 2%, elle est hyperbare, ça change un petit peu ses propriétés. Donc elle aussi, la prilocaïne, elle existe depuis les années 50. Elle avait été retirée pour les mêmes raisons. Les indications de l'AMM, hein, c'est installation donc, et durée brève avec administration intrathécale, donc les chirurgies de courte durée. Donc, je vais vous parler un petit peu de la prilo et puis de ses propriétés pour voir un peu les différences avec la chloro. Donc, plusieurs études, hein, j'en ai sélectionné quelques-unes, mais enfin, il y en a d'autres, bien sûr. Hein. Donc là, c'était comparaison de prilocaïne 60 mg, c'est-à-dire 3 ml, hein, puisqu'elle est à 2%, donc ça fait 20 mg par millilitre. Et donc comparé à de la bupivacaine 15 mg. Donc, quand je vois des doses de 15 mg de bupivacaine, ça me fait bondir, mais bon, c'était en 2007, c'est quand même pas si vieux que ça. Hein. Et donc Prilo 60 versus Bupi 15, hein, on a un niveau sensitif, c'était un petit peu plus haut d'ailleurs avec la Bupi, avec 15 mg, il ne faut pas s'étonner non plus. Un bloc sensitif qui était plus court, hein, de 2 heures quasiment, hein, 120 minutes avec la Prilo par rapport à la Bupi. Et puis donc une durée de bloc moteur plus bref, un délai de miction plus court, une durée de salle de réveil plus réduite, et puis une aptitude à la rue, là aussi, qui était réduite. Hein. Donc, comme la chloroprocaïne, la Prilo montre un intérêt par rapport à la Bupi pour tous ces paramètres-là et pour favoriser justement l'ambulatoire. Quelle dose? Là aussi, de prilocaïne. Hein, dans cette étude-là, c'était pour de la proctologie, 120 patients. Et donc, c'était 10 mg, 20 mg et 30 mg. Vous voyez, c'est 0,5 ml, 1 ml et 1,5 ml. Donc, c'était vraiment plutôt pour l'anesthésie, ce qu'on appelle en selle, hein, vraiment localisé plutôt au dermatome sacré. Hein, et donc, il y avait une installation, enfin, un niveau qui était dose dépendant, forcément, puisque c'est hyperbare. Un délai de récupération du bloc moteur qui était dose dépendant aussi, enfin inversement proportionnel à la dose, hein, c'est-à-dire, vous voyez, on avait comment dire, pas de bloc moteur dans 92% des cas avec 10 mg, hein, là on en avait 50% avec 30 mg. La durée de la chirurgie, vous voyez, c'était vraiment des interventions très très brèves, hein, de 13 minutes. Hein, donc là, on est vraiment sur de la procto type XRS de kyste sacro-coccygeien, ou mise à plat d'abcès ou d'arthodinite ou ce genre de choses. Donc la chirurgie très brève. Un délai de miction qui était aussi donc, dose dépendant, hein, de 173 à 211 minutes. Et puis une aptitude à la rue aussi qui était, c'était pas différent, mais en tout cas dose dépendant aussi, avec une aptitude à la rue plus précoce forcément quand il y a moins de bloc moteur. Cette étude-là, qui a été réalisée par mon collègue et ami Emmanuel Le Belge, Emmanuel Gouns, je ne sais pas s'il regarde, mais il se reconnaîtra. Et donc, il a réalisé, c'était pour les arthroscopies, donc c'est la technique d'allocation séquentielle. En fait, je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, mais en fait, on part d'une dose. Si la dose est efficace, on baisse un peu. Et puis on baisse encore, on baisse encore, on baisse encore. Et puis quand la dose est plus efficace, on augmente. Et puis là, elle est efficace, donc on rebaisse, etc. Et donc on fait ça sur une série successive de patients, hein, donc allocation séquentielle, donc c'est up and down en anglais. Et ensuite, à partir de ça, on peut extrapoler donc la dose efficace 95, donc, qui procure 95% de succès dans la population. Et donc, la dose 95 de Prilo pour l'arthroscopie de genou, c'est 38,5, donc on va dire 40 mg, c'est-à-dire 2 millilitres pour une arthroscopie de genou. Alors, il faut aussi connaître un peu, il faut rentrer dans l'algorithme, connaître son chirurgien, hein, parce que voilà, moi je sais que j'ai un chirurgien qui n'est pas très rapide, hein, donc je lui mets plutôt un peu plus que 40.
Donc voilà, c'est un paramètre aussi à intégrer, mais en tout cas, voilà, 40 mg pour une arthroscopie, c'est la dose en général qui est satisfaisante. Voilà, donc dans cette étude-là, vous voyez, on avait avec 40 mg de prilo, on avait un délai d'installation qui était une quinzaine de minutes. Enfin, c'était vraiment le niveau maximal qui était installé. Donc T8, T11, avec un bloc sensitif donc, qui durait 200 minutes et un bloc moteur 90 minutes. Donc vous voyez, plus long quand même hein, que la chloroprocaïne, c'est pour ça que ça sert la prilocaïne. Dans cette étude-là, il n'y avait aucun cas de rétention urinaire qui avait été observé. En revanche, dans cette étude-là, donc de 2010, dans le BJA, ils avaient essayé de regarder un petit peu les facteurs de risque de rétention urinaire avec la prilocaïne 60 mg, hein, et ils avaient sondé essentiellement des femmes quand même, et ils retrouvaient comme facteurs de risque de rétention urinaire ou les femmes jeunes ou les gens plutôt âgés. Donc, bon, après, pourquoi, comment est-ce qu'il y a au hasard? Mais en tout cas, on a, avec 60 mg, on a un risque hein, de rétention urinaire qui n'est pas négligeable. Vous voyez, 23 quand même patients sur 86. Hein, donc, c'est quand même à prendre en compte. Donc, vraiment, 60 mg, c'est la dose maximale, voire même un peu moins de prilocaïne. Les adjuvants, bah là aussi, hein, bon, là, on n'a pas vraiment comparé Prilo versus Prilo plus adjuvant. Hein, là, c'était Prilo Prilo plus Fenta versus Bupi sur Fenta. Donc forcément, on avait des Prilo plus Fenta, c'était toujours mieux que Bupi plus Fenta. Hein, mais là, la même chose que la remarque de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire si on est dans un concept de rachis brève, hein, l'idée, c'est pas d'allonger la durée. Pour gagner quelques dizaines de minutes, hein, une vingtaine de minutes, et surtout pour gagner les effets indésirables, hein, les opiacés, donc prurite et rétention urinaire. Donc moi, je vous invite à ne pas utiliser l'adjuvant quand vous utilisez la prilocaïne. Voilà, il y a cette revue récente aussi là, de la SFAR hein, sur la prilocaïne en rachianesthésie ambulatoire. Hein, donc vous avez là aussi toutes les informations que vous pourrez retrouver dans cette revue de la littérature. Hein, et vous voyez, ce qui est indiqué là, c'est que la durée du bloc chirurgical peut être ajustée hein, en fonction de doses variant de 40 à 80 mg. Donc, on peut jouer sur la dose, alors même moins hein, si on veut une anesthésie en selle. Donc, on peut jouer sur la durée en jouant sur la dose. On peut jouer aussi sur le niveau, hein, puisque comme c'est hyperbare, en début d'installation de l'arachide, on peut, en positionnant le patient, la tête un peu en bas ou en haut, en fonction, gagner quelques métamères ou ralentir. Hein. Mais bon, là, en général, avec 40 mg en décubitus dorsal sur un patient ASA 1-2 qui vient pour une arthroscopie de genou, en général, on n'a pas de surprise. Pour les procédures périanales, donc proctologiques, hein, périanales, on peut même utiliser de très faibles doses, hein, de 10 mg, donc 0,5 millilitres, hein, anesthésie en selle. Et là aussi, l'intérêt pour la récupération, puis intérêt aussi hein, par rapport à l'anesthésie générale, hein, puisque par exemple pour les exéreses de kystes sacrococcygien qui se font en décubitus ventral, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir une rachie, puis le patient peut se retourner lui-même juste après la rachie, hein, plutôt que de faire une AG avec le tube et faire un décubitus ventral d'un patient intubé. Donc ça facilite quand même grandement le travail de tout le monde. Voilà. Et puis, donc, là, c'était la chloroprocaïne qui avait une durée d'action moindre forcément que la prilocaïne. Vous retrouvez toutes les infos dans cette revue. Voilà, et donc pour résumer un peu la rachis brève avec la prilocaïne, hein, donc là, ça va être des indications de chirurgie un petit peu plus longues que précédemment, c'est-à-dire en gros 1 heure, 1 heure et demie maximum. Donc là aussi, principalement en ambulatoire. On commence à avoir un peu aussi des données sur la césarienne, hein, mais bon, je ne m'attarde pas trop là-dessus parce qu'on n'a pas d'AMM, tout ça, donc voilà, puis on pourra en discuter. Il y avait tout le webinaire précédent d'ailleurs là-dessus, donc pourquoi pas, mais en tout cas, dans l'AMM, c'est l'ambulatoire. Là aussi, en pratique, prilocaïne seule, hein, parce qu'avec les adjuvants, on peut s'exposer aux prurites, hypotension, etc., aux complications des opiacés.
Les doses à utiliser, ben, c'est en fonction du geste et de la durée. Mais si on va dire 20 à vraiment 60 mg, mais pas au-dessus, 60 mg étant la dose où on commence à avoir des risques de rétention urinaire. Et puis même pour des gestes très très brefs de procto, 10 mg. Les limites, ça va être alors un niveau insuffisant, effectivement, donc ça faut quand même, faut pas non plus faire des amygdales avec la prilocaïne. Donc le plus haut, on va dire, c'est la hernie inguinale, par exemple. Le bloc moteur aussi qui est un peu plus prolongé quand même qu'avec la chloro, donc c'est vrai qu'on peut avoir des patients qui ont un peu de mal qui restent en salle de réveil un peu plus longtemps parce que le bloc moteur a du mal à se lever. Et là aussi, bien gérer la durée entre le moment où vous réalisez la fonction, l'injection, et puis le moment où le patient est installé en salle et que le chirurgien incise. Donc moi, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à réaliser ces rachis brèves en salle d'intervention. Comme ça, vous êtes à peu près sûr qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'autres aléas. Et puis, bien sûr, c'est être rassuré que le chirurgien soit bien présent aussi au bloc opératoire, qu'il ne soit pas en consulte ou je ne sais pas où, et que voilà, vous piquiez votre rachis, et puis 2 heures après, le chirurgien arrive. Donc ça, c'est important. Et puis donc attention à la rétention urinaire au-delà de 60 mg. Voilà, donc moi, pour mon chirurgien, avec son arthroscopie qui était un petit peu long, je mettais 50 mg, donc 2,5 millilitres. Donc dans cette aussi étude récente, là, publiée par par Xavier Capdevila, Christophe Aveline, tous les régionalistes, une bonne partie des régionalistes. Donc c'était en fait les facteurs qui permettaient de déterminer le choix d'une anesthésie, d'une spinale, donc une rachianesthésie par rapport à une anesthésie générale en chirurgie ambulatoire. Donc c'était une étude multicentrique avec une analyse des différentes réponses. Et donc, ce qui conditionnait le choix d'une anesthésie, d'une rachianesthésie, c'était le choix du patient. Et ça, on le sait bien, puisqu'on est confronté en consultation. Mais parfois, il y a aussi des fausses croyances. Donc, à nous de rétablir un certain nombre de choses. En particulier, sur la crainte des techniques alternatives, et en particulier de l'anesthésie générale. Parfois, vraiment, le patient sait je ne veux pas d'AG, je ne veux pas d'AG, donc j'aurai une rachie. Bien sûr, le niveau de nervosité, d'anxiété du patient qu'il va falloir gérer. Je ne me suis pas attardé là-dessus dans le cadre de cette présentation, parce que le temps est un petit peu bref, mais comme l'arachie. Mais effectivement, améliorer l'accueil, la communication, et puis toutes les techniques non médicamenteuses, hypnose, musicothérapie, casque de réalité virtuelle, toutes ces choses-là. Et puis dans les facteurs de choix aussi, c'était la facilité de récupération, l'efficacité de la technique. Donc voilà ce qui conditionnait le choix d'une rachie par rapport à une AG en ambulatoire. Avec donc des anesthésiques locaux de courte durée d'action, bien sûr, à privilégier, avec un très haut degré de satisfaction des patients. Voilà, donc j'en ai presque terminé. Pour faire vraiment très très simple, pour moi, en gros, la chloroprocaïne, c'est la rémifentanil de la rachianesthésie, donc c'est vraiment très rapide, ce qui veut dire qu'il faut vraiment bien gérer tout ce qu'il y a autour, l'analgésie aussi, vraiment mettez vos analgésiques au bloc en salle d'intervention, et pas quand le patient hurle et que la rachie est levée, parce que c'est vraiment moins d'une heure, ça va vraiment vite. Donc la chloropro, c'est le rémifentanil de l'arachie, la prilocaïne, c'est le sufentanil de l'arachie, donc un petit peu plus long, et puis la bupivacaïne, pour moi, c'est le fentanil de l'arachie, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est beaucoup plus long et prolongé. Donc on va dire là, c'est 1 heure, là c'est 1 heure, 1 heure et demie, et puis là, c'est au-delà d'1 heure et demie, 2 heures pour la durée d'intervention. Voilà un petit message, j'espère simple à rapporter à la maison. Pour la chloroprocaïne, elle est à 1% isobar. Donc, si vous pouvez retenir ça, 1, 10, 100, vous voyez, elle est isobar à 1%. Donc, en gros, c'est une ampoule, maxi, mais en tout cas, une ampoule, en général, c'est 40 ou 50 mg, donc 4 à 5 ml, donc une ampoule sans adjuvant. Pour 1 heure, c'est pas 1 heure de chirurgie, je me suis trompé, là, c'est 1 heure d'intervention, c'est-à-dire 40-45 minutes de chirurgie, plus le temps de l'installation. Le niveau, quelle que soit la dose, c'est T10. En revanche, donc vous ne pourrez pas jouer sur le niveau puisque c'est isobar. Simplement, on peut jouer sur la durée, c'est-à-dire qu'on peut augmenter la durée du bloc en augmentant les doses, mais on ne va pas augmenter le niveau.
et donc une durée de bloc qui est d'environ 100 minutes. Donc Chloropro 1%, 1, 10, 100. Et puis pour la prilocaïne, qui elle est à 2%, elle est hyperbare. Donc l'idée là, c'est plutôt une demi-ampoule, c'est-à-dire 25 pardon, qu'est-ce que je raconte 50 mg, je vais y arriver, voilà. Donc 40, 50 mg. Le niveau, ça peut monter jusqu'à T5 aussi, donc ça va dépendre aussi de la. Comme c'est hyper bar, on peut jouer sur le niveau, faire monter le niveau grâce à cette baricité. Les indications, c'est plutôt de la chirurgie un peu plus prolongée, de 1,5, une heure et demie, pardon, un peu plus long que la Chloropro. Donc, par exemple, pour moi, ça a vraiment été utile, ça, pour les hernies inguinales, justement, parce que d'une part, avec la Chloropro, j'ai eu plein d'échecs, effectivement, parce qu'on atteint un niveau T10, mais rapidement, le niveau, il redescend. Et donc, en cours d'intervention, c'est trop court, en fait, et l'anesthésie se lève en cours d'intervention, et on ne peut pas vraiment monter le niveau. Donc, vraiment, ne pas utiliser la Chloropro pour la hernie inguinale. En revanche, voilà, pour la prilocaïne, ça, c'est vraiment très intéressant pour la hernie inguinale, plutôt unilatérale, comme je disais. Et puis donc 1,5, 1,5 et 2, donc c'est l'hyperbare à 2%, d'où ses propriétés. Et là, on a une durée de bloc qui est plutôt de 200 minutes. Là, on avait à peu près 100 minutes pour la Chloropro. Voilà, et pour terminer, donc cette étude, cette mise au point récente dans BJA Éducation là, de 2019, et voilà un peu l'algorithme en fait qui va vous permettre d'optimiser, de décider au mieux du choix de l'anesthésique locale et de la posologie. Donc déjà, est-ce que c'est une anesthésie en selle type Procto? Oui. Dans ce cas-là, plutôt la prilocaïne hyperbare à toute petite dose. Bon, ça marche aussi avec moi je fais de temps en temps de la Chloropro à 30 mg, ça marche aussi, mais en tout cas toute petite dose pour avoir vraiment l'anesthésie en selle. Et donc, vous voyez, hémorroïdes, abcès, etc., examen rectal sous anesthésie, chirurgie vulvaire, circoncision. Donc, voilà. Donc, anesthésie en selle, prilocaïne à toute petite dose, ou éventuellement Chloropro. Si on veut un niveau supérieur à T10, et bien dans ce cas-là, comme je vous disais, plutôt privilégier la prilo à 2%, jusqu'à 60 mg, pas au-delà. Et dans ce cas-là, les indications, vous voyez, c'est la hernie ombilicale principalement, ou éventuellement les urétéroscopies qui parfois peuvent être un petit peu longues. Si on n'a pas besoin d'un niveau supérieur à T10, dans ce cas-là, on va regarder plutôt la durée de l'intervention. Est-ce que l'intervention va être supérieure à 40 minutes? Oui. Dans ce cas-là, privilégier la prilocaïne 40-60 mg. Dans ce type d'intervention, vous voyez, ligament du genou, qu'est-ce que c'est ça, hernie inguinale bilatérale, les varices, la gynéco, la colposuspension, pardon, les résections de prostate. Donc là, plutôt prilocaïne quand ça dure plus que 40 minutes. Et si ça dure moins de 40 minutes, avec un niveau inférieur à T10, dans ce cas-là, privilégier donc la Chloropro, qui est très rapide. Et donc, vous voyez, par exemple, alors hernie inguinale, je ne suis pas tout à fait, comme je viens de vous dire, vraiment méfiez-vous avec l'hernie inguinale quand même. L'arthroscopie de genou, quand on connaît bien son chirurgien qui va vite, les ablations de matériel de cheville, mais les simples, quand il y a une plaque, éventuellement deux, mais quand c'est vraiment le chantier sur le pied, qu'il y a des broches, des plaques, des vis dans tous les sens, mais bien sûr qu'on ne va pas se risquer à faire une anesthésie avec la Chloropro, ça risquerait de se lever en cours d'intervention. Et puis, vous voyez, toutes les interventions type hystéroscopie, les bandelettes urinaires, tout ça c'est vraiment parfait pour ça. Les IVG aussi, moi, de temps en temps, j'utilise ça quand les patientes acceptent ou souhaitent une rachie. Voilà, la cystoscopie, enfin, des gestes brefs de moins de 40 minutes. Et voilà, j'en ai fini de cette présentation dans les temps, peut-être, je ne sais pas, 20-30 minutes, plus ou moins 12. Donc, j'arrête de partager mon écran. Et... Merci, Emmanuel. Merci, Emmanuel. Voilà. Merci, tour de force, pas facile pour l'ambulatoire, l'arachie, les nouveaux anesthésiques locaux. Tes dernières diapos étaient vraiment très importantes et très bien faites sur le rapport avec les opiacés, mais aussi avec le petit rapport sur les doses, les positions, etc. Ne pas oublier que ce qui détermine quand même les éléments fondamentaux dans l'arachie, c'est la dose.
tu l'as montré, hein, quelle que soit la prodose, c'est la position du patient qu'on va pouvoir jouer avec la prilocaïne et pas avec la chloroprocaïne. Et évidemment, la varicité, c'est inhérent aux deux produits. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais juste enchaîner la première question sur les TENS. Est-ce que tu as des infos dans le cas de l'ambulatoire, ça peut être Ah, pardon. une cause de refus ou disons, de non-proposition de rachis-anesthésie en ambulatoire avec les nouveaux anticyclocaux. Tu as des idées là-dessus? Attends, excuse-moi, j'ai pas compris ta question. Les troubles neurologiques Ah, d'accord. sensitifs qui arrivent, qui peuvent durer quelques jours, voire plus longtemps. Bah, comme toute rachis, enfin, je veux dire, après, normalement, c'est vrai que si on a des troubles neurologiques transitoires, comme leur nom l'indique, ils sont transitoires, donc il faut toujours revoir le patient s'il demande à être revu pour ça. Souvent, c'est un petit peu des dysuries ou des petites paresthésies. En général, ça passe tout seul en quelques jours, et puis après, s'il y a un doute, il faut confier le patient au neurologue, mais ça, c'est pas spécifique au. Enfin, j'ai pas j'ai pas encore beaucoup d'expérience de troubles neurologiques sensitifs, des troubles neurologiques transitoires, pardon, après rachis, prilo ou chloropro, parce que ça reste malgré tout assez rare. Mais j'ai en tête un patient que oui, qui se plaignait d'un petit peu voilà, de symptômes type dysurie. Je l'ai revu en consultation puisque c'est moi qui avait réalisé l'arachide, donc je l'ai fait rajouter sur ma consultation avec la secrétaire. Je l'ai revu tranquillement et puis en disant de me recontacter si ça perdurait ou si ça. Et Ouais. puis éventuellement avec la porte de sortie neurologue derrière qui n'a pas, il y a pas de lien, c'est pas tout ça. L'ambul n'est pas une raison pour ne pas proposer la rachis-anesthésie dans ce Ah non, cas. au contraire, c'est une raison pour la proposer. Ouais. Tu l'as dit avant d'ailleurs, les TENS ont été montrés, ces troubles neurologiques temporaires en tout cas, ne sont pas plus nombreux avec la prilo et la chloro qu'avec les oxyclocos. Ça se voit avec la lido, mais ça on n'en parle plus. Ouais. Ça se voit aussi avec la mépivacaïne, mais ça on ne l'utilise pas non plus, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai une question, je te la pose tout de suite, par exemple, une question PTH en ambulatoire. Alors là, tu Ouais. proposerais quelque chose parmi les co, les nouveaux? Alors, écoute, j'ai pas d'expérience personnelle là-dessus, puisque moi, je fais pas de PTH en ambulatoire. Après, j'ai un avis quand même sur tout ambulatoire. Bon, ça fait souvent un peu bien au niveau des cliniques, tout ça, ça fait la pub. Mais bon, papy, mamie à 75 ans, enfin bon, pourquoi pas. Mais déjà, est-ce bien justifié de faire de l'ambu? Est-ce qu'on peut pas se permettre une petite nuit à l'hôpital quand même? Mais bon, ça, c'est une première question. Mais en tout cas, une première remarque. Mais en tout cas, clairement, ce qui va être déterminant là-dedans, c'est de connaître sa structure et de connaître le ou les chirurgiens avec qui on travaille. Parce qu'on a tous eu des surprises. Un jour, en garde ou un chirurgien qu'on ne connaît pas. Ou, voilà. Et moi, je me souviens, j'ai fait des remplacements à l'époque, justement, dans le privé, il y a déjà longtemps. Et quand au bout de 40 minutes, le patient était sorti de salle pour une prothèse de hanche, alors que moi, au CHU, il mettait 2 heures, ça m'a vraiment fait bizarre. Donc, j'ai pas de réponse. Alors, je dirais plutôt de la prilocaïne quand même, parce qu'au moins, on peut jouer sur le niveau et avoir une heure et demie. Donc, pour moi, le plus sûr, ce serait prilocaïne. La chloropro me semble pas. D'une part, ça monte pas très haut, un T10, donc ça veut dire que ça redescend. C'est exactement ce que j'ai eu moi sur les hernies inguinales. Donc rapidement, j'imagine que la hanche, quand l'arachide commence à descendre, l'innervation de la hanche, donc il n'y a rien de plus, quand même, c'est pas très confortable pour le patient, ni pour l'anesthésie, ni pour le chirurgien d'ailleurs, d'avoir un patient qui hurle en cours d'intervention. Vraiment, pour moi, la chloropro, non. Faut pas non plus être jusqu'au boutiste. Ouais, moi je fais de la machin. Enfin, voilà, il faut prendre en considération le délai de la chirurgie prévu. Donc déjà le connaître, et donc ça veut dire connaître le chirurgien, et surtout, pour moi, c'est vraiment l'organisation qui est le plus important, parce que je ne sais pas si toi tu piques les rachis en salle de réveil, par exemple. Là, moi, ça m'arrive de le faire. Mais par contre, dès que c'est de la chloropro ou des gestes comme ça, je le fais en salle, parce que de toute façon, le temps de mettre les champs, machin, etc., ta rachis, elle est installée. Parce que combien de fois, sinon, tu piques une rachis, puis en fait, le patient, tiens, il redéfait ses agrafes, je sais pas quoi, il remet les agrafes. Enfin bref, et le patient, il arrive en salle 3/4 d'heure, 1 heure après, et la rachis est en train de se lever. La chloro, faut la faire en salle. Parce que Ouais. en 5 minutes, l'installation du bloc, elle est quasiment complète en T10. Ouais.
on l'aura pas beaucoup plus haut, faut être Oui, mais c'est ça. Donc, le temps de faire la sepsie, les champs, les machins. pour la prothèse de hanche, si on l'a fait, effectivement, c'est la prilocaïne qu'il faudra privilégier, tu l'as dit, parce qu'en fait, c'est un niveau supérieur à T10 et ça dure globalement plus de 40-45 minutes, globalement, il faut être honnête. Donc voilà, avec ou sans. Voilà. Une chose importante, et ça tu l'as dit, toutes les rachis qu'on voudra faire, peu importe ce qu'on va utiliser comme produit, hein, imaginez, c'est l'architecture et l'ergonomie locale, mais aussi la qualité de l'enchaînement des équipes, la qualité des opérateurs, et qui vont vous déterminer sur l'optimisation du produit. Ça, c'est vraiment un élément fondamental. Tu l'as dit, si vous mettez 2 heures pour faire une technique opératoire, on laisse tomber, ce n'est pas le problème. Tout le monde sera mécontent, le chirurgien, le patient et l'anesthésiste. Donc effectivement, l'arachis en embus, ça s'inscrit vraiment dans l'optimisation des pratiques. Les nouveaux produits sont là, tu les as bien détaillés et ils sont présents dans la pharmacopée et ils sont vraiment des éléments à prendre en considération. Une question là, c'était pour qui sort un petit peu, bon, le cadre de l'urgence n'est pas un problème parce que l'urgence, on peut utiliser tout à fait ces produits en urgence. Tu es d'accord avec moi? C'est quoi la question? La question, c'était ces molécules n'ont pas l'AMM en urgence. Je la lis en pratique. Les utilisez-vous? Il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser. Oui, moi je les utilise. C'est médicaments, parce que les molécules, c'est le 1,25-dihydroxyester, je ne sais pas trop quoi, mais donc ces médicaments, je les utilise, oui, dans l'urgence, voilà, enfin, en fonction de l'indication. Exemple, bartholinite, exemple, abcès de la marge anale, enfin voilà, donc là on est oui, dans le cadre de l'urgence. Enfin, je ne vois pas ce que ça change en fait. Non, mais c'est une question qui a été posée. Donc Oui, non, mais, enfin, en tout cas, oui, bien sûr, à utiliser en urgence, plutôt que de faire de la bupi avec le bloc-moteur, la rétention urinaire, etc. Très bien. Pareil pour alors, l'un plus global sur l'arachis en ambulatoire, qui n'est en dehors des nouveaux anesthésiques locaux. Est-ce que, évidemment, par rapport à une anesthésie générale, optimisée, conventionnelle, etc., est-ce que tu penses qu'il est raisonnable, moi j'en suis un partisan, de proposer l'arachis plutôt que l'AG? Oui, ben moi, comment dire, d'une part, l'anesthésie, c'est pas grave, faut quand même relativiser pas mal de choses. On est dans le cadre de l'ambus, c'est des patients ASA 1-2, donc bon, même si on n'est pas à l'abri de complications, mais elles sont quand même sur du programmé de patients simplex. Pour la chirurgie simplex, quand même, c'est assez cadré. Donc après, tout va se jouer pour moi à la consultation, et ce qui va être déterminant, effectivement, c'est le patient, ou bien ses demandes, ou bien c'est rétablir ses croyances, enfin comment dire, remettre certaines choses, parce que souvent le patient, alors d'emblée je veux une rachie parce que je veux pas d'AG, parce que voilà, les patients peuvent avoir peur de l'AG, mais le plus souvent c'est quand même l'inverse, c'est-à-dire les gens, je veux rien voir, rien entendre, donc voilà. Et dans ce cas-là, on a vraiment un rôle très important en termes de communication justement, et en particulier en consultation, sur mettre en avant tous les bénéfices de l'arachis, c'est-à-dire l'ambulation plus précoce, moins de nausées, enfin toutes ces choses-là, et insister beaucoup, du coup, parce que ce qui rassure beaucoup les gens, c'est d'insister sur tout ce qu'on a mis en place pour justement améliorer leur confort. Hein, déjà leur dire qu'il y a quand même la perfusion qui est là par sécurité, et que quand même en cours de route, si besoin, on peut toujours faire une anesthésie générale. Hein. Et puis surtout, ben, voilà, qu'ils seront accompagnés. Après, si on fait ou de l'hypnose, peu importe, enfin en tout cas, tout ce qu'on peut mettre en place, il y a toujours quelqu'un à côté d'eux, etc. Et moi, souvent, comme ça, j'arrive à convertir, si je veux dire, des patients. Là où je suis vraiment très insistant, par contre, il m'arrive même de changer l'indication à l'entrée du bloc, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est vraiment l'exérèse de kyste sacro-coccygeien. Du jeune de 19 ans, quoi, à qui ou le collègue a vendu nager d'emblée parce que on fait toujours comme ça, ou parce que le patient, plus c'est grand musclé et rugbyman, plus je veux nager. En gros, j'ai peur des aiguilles. Mais effectivement, dans ce cas-là, je mets vraiment en avant le côté décubitus ventral. Enfin, en tout cas, si c'est un décubitus ventral, que c'est quand même largement plus compliqué et plus risqué pour tout le monde. Donc là aussi, il faut vraiment mettre en avant beaucoup, avec la communication, on y arrive. Après, quelqu'un qui est réfractaire ne va pas se battre avec le patient, hein, donc nager, je sais faire, hein, et puis voilà, beaucoup de sécurité. Donc, une des réticences dans l'enquête qui avait été faite sur l'arachis, c'était que, par exemple, le taux de céphalée post-ponction, qui n'est pas lié au nouveau produit d'ailleurs, reste à peu près de 1%. Céphalée symptomatique qui nécessite une mais prise. après, quelles aiguilles on utilise, quoi. Enfin, moi, c'est que des 25 et même des 27, principalement des 27. Atraumatiques, etc. Atraumatiques. Quand je vois encore dans le tiroir les aiguilles noires, les pieux de ponction lombaire, ça me... Un élément à pas d'oublier, c'est que l'arachis,
il faut toujours infiltrer, faire des adjuvants par voie systémique et par voie orale, parce qu'il faut optimiser les choses aussi pour le post-opératoire, pour la levée du bloc, etc. Donc ça reste un pris en charge. Il faut vraiment faire ce qu'on fait par voie IV, par exemple pour voie orale sous une AG, doit se faire sous rachis. C'est quelquefois pas toujours fait quand on regarde dans les Moi, voilà, la hernie inguinale sur Achille, elle a son tas de blocs, etc. Les antalgiques sont passés en salle d'intervention parce que ce qui traîne comme pratique, c'est on attend la levée du bloc. Ben non, moi, j'attends pas que le patient ait mal pour lui passer les antalgiques. Donc, mieux vaut trop tôt que trop tard. Excuse-moi, je te coupe parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, mais une dernière question. Ça échappe, hein, effectivement, c'est des remarques sur l'obstétrique. C'était l'ambulatoire, il y a un on va webinaire. aborder ce thème. Il y a pas mal de papiers qui sortent avec la prilo et la chloro, mais la prilo surtout sur les césariennes. Je crois que là-dessus, on ne va pas se détailler parce que, et Jean-Christian Slett nous fera à IALR, à l'ASFAR, un topo sur les nouveaux anesthésistes locaux pour les césariennes en particulier. Et donc, je sais qu'il est en connexion ce soir, s'il a envoyé un petit mot. Donc, Jean-Christian nous fera ce topo très important à IALR, à l'ASFAR, au mois de septembre. Juste les femmes enceintes, là aussi, pour les cerclages. C'est effectivement un cas particulier parce que c'est du cerclage en ambulatoire le plus souvent. Officiellement, le chlorotécal, le chloroprocaïne, pardon, c'est pas d'AMM pour l'obstétrique, mais c'est quelque part pas du tout, c'est pas une contre-indication si on le propose, on est d'accord. Puis il faudrait m'expliquer comment en intratécal, ça passe dans le sang de la mère, ça passe dans le sang du bébé. Enfin, quelle est la dose reçue par le bébé, effectivement. Alors, bien sûr qu'on n'a pas les données et je ne peux pas recommander ça, mais en tout cas, moi, en pratique, oui. C'est quelque chose de probable et qui se fait. Bien sûr. Et la crainte de la toxicité de la méthémoglobinémie avec la prilo, elle est, tu es d'accord avec moi, anecdotique avec les doses. Oui. Quand on voit, on craint la méthémoglobinémie, mais on fait 15 mg de bupi. Enfin, faudrait qu'on explique un peu le niveau de crainte. Enfin, on va peut-être rééquilibrer comment dire. En fait, il faudrait des doses de 600 mg de prilo pour avoir. Oui, c'est ça. On en est loin. Très bien. Mais écoute, je pense qu'on a fait tout le tour. Il y avait quelques autres questions, mais tu avais déjà répondu avec ta dernière slide sur les doses, etc. N'oubliez pas, ma pratique perso pour le chloroprocaïne, c'est plutôt 40-50 mg. Enfin, moins de 40 mg, j'ai du mal à le faire. Faut être honnête. Et la prilo, qui est hyper bas, que je vais utiliser par contre beaucoup la position du patient, hein, selon la chirurgie. Voilà, c'est du 40 à 60, mais je ne dépasse pas 60 parce que là, on rentre dans la bupivacaïne. Si tu veux. C'est ça. Si c'est pour faire plus que 60, on fait de la bupivacaïne. C'est comme si on faisait de la bupivacaïne, donc ça, on n'est pas dans le concept de l'arachide. Très bien. Bon, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette session. Et vous étiez assez nombreux. Les questions ont été. J'espère qu'on a répondu aux questions. Vous verrez ce replay sera disponible très rapidement, je pense à partir de demain, pour que vous puissiez revoir en libre accès à partir sur YouTube. Merci Emmanuel de toutes ces informations, ces précisions, ce tour de force sur la rachis en ambulatoire, parce qu'en fait c'est très compliqué entre les ocytes locaux et l'intégration globale. Je n'oubliez pas que IALR à l'ASFAR a 3 sessions, dont une dédiée à l'arachis et les ocytes locaux pour l'obstétrique. Il y a 2 autres sessions très intéressantes aussi. Vous verrez, ce programme est déjà en accès libre sur le programme de l'ASFAR. Je vous invite à venir très prochainement. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle session webinaire IALR. Merci à toutes et à tous. Merci.